Ah, le bon jambon, les bonnes côtes de porc bien rôties, les bonnes saucisses au barbecue. Comme le dit l'adage, dans le cochon, tout est bon. On aime le gras. Oui, tous les jours. Le cochon, c'est la viande préférée des Français. Ils en mangent 34 kilos par an et par habitant. C'est bien d'avoir du choix. Et chaque année, plus de 20 millions de cochons sont abattus pour terminer dans notre assiette. Un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros par an. Un business incroyable. Un porc, ça vaut 150 €. Et on a là dans la salle des acheteurs qui vont acheter entre 5 et 10 000 porcs. Mais ce business a un revers. Dans la course à la rentabilité, des milliers d'éleveurs sont pris dans un engrenage infernal. Il fallait réduire le coût de production. Et celui qui n'est pas capable de le faire, il disparaît. Et à vouloir du cochon toujours moins cher, tout le monde y perd. Mais je suis révolté. Ce sont des bêtes sacrifiées. Alors, où en est le cochon aujourd'hui? Le consommateur paye-t-il le juste prix? Ou trouver encore de la charcuterie de qualité? Enquête sur les travers du porc. Notre voyage dans le monde du cochon commence en Bretagne, au cœur de la plus grosse région productrice de viande de porc. À Brest, un restaurateur est connu pour servir les meilleures viandes fermières de la région. Bœuf d'armerie, agneau de présalé et bien sûr du cochon. Le chef, Jean-Michel Féjean, le cuisine sous toutes ses formes. 2 têtes de cochon là. Est-ce qu'il y a une partie du cochon qu'on ne peut pas cuisiner? Je dirais la queue, et encore. Tout est bon dans le cochon. Dans ses frigos, Jean-Michel cache une viande rare qu'on ne trouve qu'en Bretagne, le porc blanc de l'Ouest. Une viande très réputée pour sa saveur persillée. Nous lui avons proposé de se livrer à un comparatif entre sa viande et une viande industrielle vendue en supermarché. Donc on va prendre la différence entre une côte de porc achetée dans une grande surface. Donc on va l'ouvrir hein, et on va retourner la barquette. Et là vous voyez, vous apercevez qu'il y a un petit tampon. C'est pas pour faire joli, hein. C'est simplement pour empêcher que les côtes de porc, quand elles sont mises sous vide, rentrent de l'eau. Regardez l'eau. Ça c'est le tampon où il y avait l'eau. Alors imaginez s'il n'y a pas le tampon. Mais la cuisson reste le moment de vérité pour les viandes. Pour les besoins de la démonstration, Jean-Michel démarre la cuisson à poêle froide. Automatiquement, quand on démarre une cuisson à poêle froide, ça va rendre tout l'eau, toute la texture que la chair retient à l'intérieur. Ça va se lâcher. On va voir la différence. Vous avez vu déjà? Regardez. Allez, je mets l'eau pour vous montrer sur la poêle comment ça fait. Voilà. Premier constat, la côtelette industrielle perd de l'eau. La mienne, ce qu'ils font, c'est le gras. Voilà, retourner. Une côte de porc, ça ne mange bien cuite. La mienne sera beaucoup plus longue à cuire. Mais elle n'aura pas bougé en taille. Voilà, celle-là, elle est cuite. Je peux l'enlever. Sinon, il n'y aura plus rien. En moins de 10 minutes, la poêle a parlé. La côtelette industrielle est complètement sèche. Pendant ce temps, le porc blanc de l'Ouest rissole tranquillement et prend ainsi toute sa saveur. C'est plus agréable de travailler ça que ça. Deuxième test, la découpe. Du caoutchouc, pratiquement. Et alors, je vous dis pas au niveau du goût, quoi. Coupe un morceau de ma côte de porc. Vous avez vu cet aspect toujours un peu rosé. Pour à la base, le même animal, quoi. À la base, c'est quand même du cochon, quoi. Sauf que là, il y a un cochon industriel et un cochon fermier. Là, vous avez du chewing-gum, là, vous avez une viande tendre. Après, il y a toujours le coût du produit, mais il vaut mieux manger un produit un peu plus cher que manger une côte de porc comme ça, où ça n'a aucune saveur, aucun goût. Justement, le goût, parlons-en. La troisième épreuve se déroule dans la salle bondée du restaurant. Nous proposons un test auprès des clients. Et après quelques bouchées, le verdict est sans appel.
Celle-ci est très goûtée. Donc. Elle est déjà moins sèche, mais elle est plus goûtée. C'est moelleux. C'est moelleux. La grosse, ce serait artisanale et la petite, industrielle. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, le goût, déjà. La forme, on retrouve jamais une côte comme ça dans le supermarché. Dans le supermarché, on n'aurait pas une grosse côte. Non, j'en ai jamais vu. Mais alors, où est passé le bon goût du cochon? La qualité de la viande aurait-elle disparu? Pas vraiment. C'est en Bretagne que nous avons déniché cette race introuvable dans les supermarchés, le porc blanc de l'Ouest. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une dizaine d'éleveurs à le produire. 10 parmi les 7300 élevages industriels qui parsèment la Bretagne. Caché derrière ses grandes oreilles, ce porc est un chef-d'œuvre en péril. Va foutre le camp. Michel Keregeven est un défenseur de l'élevage de terroir, un défenseur du bon goût. Et sans lui, cette espèce aurait disparu. Ici, les cochons vivent en plein air, à leur rythme. Et c'est l'éleveur qui s'adapte. Ça viendra pas. Bah, pour ça, il faut faire... Ce matin, c'est jour de reproduction. Mais Madame Latrouille n'a pas envie de rejoindre son fiancé. Michel doit ruser pour la convaincre et se faire obéir. Un peu de farine au fond d'un seau et le tour est joué. Piégé par sa gourmandise, Latrouille n'a plus qu'à le suivre. Pousse-toi, laisse. C'est bon, maintenant, je sais plus, oui. Allez. Ça suffit. C'est du sport, non? Ouais, mais après c'est les gens calmes qui arrivent à mener les bêtes. Pierrick, il est bon là-dessus. Voilà. Elle se sent accompagnée. Elle n'a pas peur. Latrouille prend tout son temps. Car ici, c'est le paradis des animaux. L'élevage de Michel est un voyage dans le temps. Voilà à quoi ressemblait un élevage breton dans les années 50. Vaches et cochons cohabitaient ensemble dans la chaleur d'une étable. Un tableau idyllique à l'opposé de l'agriculture moderne. Moi, j'aime bien cette atmosphère de chaleur là, avec différents animaux. Ouais. Avec les poules, les vaches, les cochons. Ben, une ferme, c'est ça, hein, c'est pas autre chose. Alors ici, c'est la nurserie. C'est très maternel, une truie. Hein. Elle s'en occupe bien de ses petits. Ils sont mignons. Donc bientôt, je vais lâcher la mère. Et c'est les petits qui vont venir dormir à la place de la mère. Bon, au départ, comme il y a beaucoup de différences entre les petits et la mère, je préfère garder la mère là-dedans, ça empêche les écrasements, quoi. Il y a de la place pour tout le monde, hein. Il n'y a pas soif, celui-là? Pourtant, c'est l'un des plus gros. Ah, bah voilà, c'est celui-là. Michel est un éleveur comblé. Chaque année, il produit moins de 100 porcs qui finiront en charcuterie. Ah, ils savent pourquoi on vient les voir. Ils entendent la voix du patron. Alors, c'est un mélange céréalier. Il y a du blé, de l'avoine et du pois fourragé. Nourris à la farine bio, ces cochons engraissent 12 mois en plein air, soit 2 fois plus longtemps que dans un élevage industriel. Cette croissance lente, c'est le gage de la qualité de la viande du porc blanc de l'Ouest. Des porcs comme ça, il en reste beaucoup? Non, extrêmement peu. En fait, on compte une trentaine d'éleveurs pour une centaine de truies seulement. Donc, c'est au bord de la disparition. Mais comment ça se fait que ça a disparu, ce cochon? Bah, parce qu'il ne rentrait pas dans le carcan de l'agriculture intensive. Et c'est des cochons qui supportent très mal la promiscuité. Voilà. Donc, ils deviennent cannibales, en fait, quand ils sont trop les uns sur les autres. La généralisation de l'élevage intensif en bâtiment a signé l'arrêt de mort du porc blanc de l'Ouest. Il y a 40 ans, c'était pourtant la star du jambon blanc. Il était réputé surtout pour son jambon. C'était le jambon blanc de Paris.
Il a été abandonné parce qu'ils ont trouvé des races plus prolifiques, qui faisaient plus de muscles et qui rentraient bien dans les standards de l'agriculture intensive, quoi. Il y a quand même une justice, c'est que le cochon qui a su garder son gras comme celui-là, il a gardé du goût. Michel élève ses cochons et c'est également lui qui endosse la tenue du charcutier. Ça fait 1, 2, La découpe est hésitante, mais ici, c'est le goût qui compte. 11, 12, 13... Ouais, ça fera 24 côtes. C'est pas mal, hein? En Bretagne, le produit phare de la charcuterie, c'est la saucisse. Chaque semaine, Michel en fabrique 25 kilos. Que du naturel, pas de colorant ni de conservateur. Je tiens absolument à ce que ce soit le goût du cochon qui fasse la qualité de la saucisse. Parce que, vous avez vu, j'ai mis quand même mes 2 jambons dans la saucisse. Donc évidemment, en mettant quelque chose, un colorant rose, c'est pour cacher la misère, cacher le gras, quoi. Et là, c'est pas la peine, c'est le produit tel quel. Voilà. Du coup, vous les vendez à combien le kilo, vos saucisses? Les saucisses, je suis à 14 € le kilo. Bon, ça fait pas très longtemps, je viens d'augmenter de 50 centimes. Voilà. Et par rapport à la grande distribution, vous savez de combien vous êtes plus cher? Quand je parle de saucisses de qualité, avec une traçabilité ou un label rouge, c'est autour de 13-14 € le kilo aussi. Hein. Ouais, oui. Et c'est pas du blanc de l'Ouest. Hein. Et je suis pas sûr qu'il y a les jambons dedans. Bon, j'arrête là. 14 € le kilo, quasiment le même prix que dans la grande distribution. Mais alors, comment cette race si savoureuse a-t-elle pu disparaître? Pour le comprendre, il faut revenir dans les années 60. Le bon cochon de Michel n'a pas résisté à l'apparition de l'élevage industriel. On venait d'inventer l'élevage hors sol. Adieu la paille et le plein air. Les cochons seront désormais enfermés et vivront sur des caillebotis. C'est la première fois qu'est installée une porcherie automatique de ce type en France. C'est la première porcherie automatique implantée en France. Et comment fonctionne-t-elle? Elle fonctionne automatiquement. Les fourches et les brouettes ont laissé la place à des distributeurs de nourriture automatisés. C'est très intéressant. Croyez-vous que cette nouvelle formule d'élevage va convaincre les éleveurs traditionnels? Mais j'en suis persuadé. Le succès est tel qu'aujourd'hui, 95% des 22 millions de porcs sont produits chaque année dans des bâtiments clos. André Pochon, 87 ans, a été un témoin de cette mutation industrielle. Il tient à nous faire visiter une exploitation de taille moyenne pour nous expliquer les dérives du système. Ancien éleveur, il s'est toujours opposé aux élevages industriels où les bêtes sont enfermées et passent leur journée sur des caillebotis. Et bien voilà, c'est ça l'élevage sur caillebotis. Sur caillebotis intégral. La fosse à lisier est en dessous, et donc ces fameux caillebotis avec des barres parallèles qui laissent tomber les déjections dans la fosse en dessous. Donc les cochons vivent en permanence au-dessus de la fosse à lisier. Ça a été mis en place pour éviter d'avoir à emmener de la paille aux cochons. Donc pour en fait éviter le travail. Il n'y a rien à faire puisque le cochon se nourrit tout seul et s'abreuve tout seul. Ça permet d'avoir énormément de cochons sur peu d'espace. Et donc d'avoir des gros élevages concentrés. En fait, des cochons sont en grande concentration, purement et simplement. Ce sont, comme m'avait dit ma mère un jour, ce sont des bêtes sacrifiées. Puis rien à voir le métier d'éleveur. Alors évidemment, tout le système commercial autour a intérêt. Et donc, ça fait fonctionner toute la machine économique. En parallèle de l'industrialisation des élevages, les premières grandes surfaces faisaient leur apparition. Le cochon allait passer définitivement du pré au supermarché. Aujourd'hui, c'est un poids lourd du secteur agroalimentaire. Côtelettes, saucisses, lardons, jambon, rillettes, les produits du porc sont indispensables à la bonne marche d'une grande surface. En moyenne par semaine, on est à minimum entre 1 tonne et 1,2 tonnes de porc par semaine. Parce que c'est la moins chère. La différence, elle est là. Hein. C'est vraiment le prix qui fait que
Le porc, c'est les plus grosses ventes. Étant donné que c'est notre plus gros tonnage, si on ne fait pas de porc, c'est même pas la peine d'ouvrir, je dirais. À ce point-là? Ah bah oui, bien sûr. Les produits du porc représentent donc la plus grosse partie du chiffre d'affaires d'un supermarché. Et pour bien remplir tous ces rayons, les éleveurs ont dû s'adapter. Mais pour quel résultat? Nous partons à la recherche de la seconde côtelette, celle qui est industrielle. D'où vient-elle? Direction le sud du Berry, dans une usine à cochons. Il est 9 h du matin, l'heure du petit déjeuner. Les truies n'ont pas mangé depuis la veille et le font savoir à Stéphane Koller, le patron de l'élevage. Ça émet quelques décibels, hein. Voilà. Et pourquoi elle criait comme ça, Stéphane? Parce qu'elle s'attendait à manger et ça les excite. Combien vous avez de truies ici, là? C'est impressionnant. Ben, donc 120 plus 220, ce qui nous fait 340. Et 80 en maternité, ça fait 420. C'est énorme. Non, je dirais aujourd'hui, pour un élevage qui veut survivre, c'est le minimum vital. 460 truies, un minimum pour être rentable. Car les coûts de production sont une obsession pour Stéphane et les éleveurs. Du coup, il n'y a pas de petites économies. Plus que l'animal bouge, plus qu'il consomme l'aliment. Et donc, plus, si vous voulez, le coût alimentaire sera élevé. Si ces animaux-là pourraient se promener librement dans un grand enclos, à la rigueur, ils consommeraient 150 ou 200 kilos d'aliments de plus par an pour produire la même chose. Et donc, 200 kilos à 10 truies, c'est 2 tonnes. 100 truies, c'est 20 tonnes. Et 20 tonnes fois 4, 80 tonnes. 80 tonnes, aujourd'hui, l'aliment, il coûte près de 300 €. 80 fois 300. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Stéphane économise ainsi 24 000 € de nourriture par an. Il produit aussi lui-même les céréales qu'il donne à ses cochons. Raison de plus pour ne rien gaspiller. Et pour optimiser encore davantage la consommation d'aliments, un ordinateur calcule au grain près la dose quotidienne. L'ordinateur calcule une croissance théorique chaque jour. Et si cette croissance est respectée, chaque jour, il augmente la ration par porc. Et donc, c'est lui qui gère, si vous voulez, les poids à distribuer pour chaque case. Les cases, ce sont les enclos où les porcs charcutiers sont engraissés pendant 5 mois. 10 mètres carrés pour 15 cochons, c'est la législation française en vigueur. Pour grossir plus vite, en dépensant le minimum d'énergie. On est arrivé à la façon de produire dont nous produisons aujourd'hui parce qu'il fallait gagner au niveau efficacité, au niveau rentabilité, pour produire plus, moins cher, pour que le consommateur puisse se nourrir. Et ça veut dire, les 40 dernières années, il fallait réduire le coût de production. Et celui qui n'est pas capable de le faire, il disparaît. Stéphane, lui, s'en sort en vendant 11 000 cochons par an à la grande distribution. Mais cette course à la production et à la rentabilité est-elle bonne pour le consommateur? Pour le savoir, direction une grande surface, où le produit star, c'est bien sûr le jambon blanc. Des dizaines de spécialités. Du jambon au torchon, sans couenne, supérieur, à l'étouffé. Le consommateur s'y perd tant le marketing a pris le pas sur le produit. C'est difficile de choisir? C'est-à-dire, il y a trop de choix. Ouais, c'est bien d'avoir du choix. Beaucoup de choix, mais un jambon tellement standardisé qu'il en a perdu le goût de l'authentique. Difficile en effet d'échapper au porc industriel qui s'est infiltré jusque chez les artisans les plus passionnés. À Paris, le dernier des Mohicans du jambon est niché au cœur du 20e arrondissement. 2 fois par semaine, la viande arrive directement du marché de Rungis. 6 h du matin, Yves Le Gouel réceptionne les jambons qui ont été spécialement sélectionnés pour lui. Messieurs, ça va bien? Ça va Didier? Ça va? La forme? Ouais. Salut monsieur Jean-Guy. Ça va bien? Bon alors, ce matin, c'était comment? Ils sont mieux, ceux du mardi, ils sont mieux. Ça c'est beau parce que si c'est trop gras après, bon, les gens n'aiment pas trop les tranches de jambon avec des épaisseurs de gras trop importantes.
Ça vient d'où cette peur du gras? Ah bah ça, c'est phénomène diète, hein, régime. Les gens combattent le gras parce qu'on dit gras, on dit cholestérol, quoi. C'est pas forcé, parce qu'il y a du gras, il y a du cholestérol. Ces artisans charcutiers perpétuent des gestes qui ont pratiquement disparu ailleurs. Chaque jambon est travaillé à la main. Et toute la préparation de la viande à la base, c'est quand même très important. Donc là, on va rester avec la couenne, on fait un peu comme un rectangle. Ouais. Voilà, comme ça, quand il va être moulé, ça va lui donner cet aspect avec le dos couenné. Ça fera un beau jambon couenne. Bon, il va perdre, hein, il va réduire la cuisson. Parce que globalement, on perd facilement 25-30% à la cuisson. Mais ça fera un beau jambon bien moulé. C'est du cochon fermier ou du cochon avec la label? Non, c'est du cochon, c'est du porc classique, du porc d'élevage classique. On peut pas, c'est difficile pour nous de travailler sur des porcs label ou des porcs fermiers, ce qu'on va dire fermiers, parce que le problème il est qu'on a besoin d'une taille à peu près standard. On fait entre 400 et 500 jambons la semaine, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, si vous voulez, des poids réguliers, de passer par les petits élevages. Il y a beaucoup de différences dans les cochons, énormément de différences. D'un cochon à l'autre, vous avez des poids complètement différents. Le porc standard peut faire de la très bonne charcuterie. Si on la travaille bien, avec des produits naturels, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de la bonne charcuterie avec. Impossible donc d'échapper aux cochons industriels. Bien ferme, hein. En France, seul un cochon sur 20 est un porc fermier. Une production trop faible même pour les petites structures comme celle de Yves. Voilà. J'attends que j'ai la densité de saumure que j'en fais une quantité suffisante pour pomper mes 90 jambons. La viande passe par les mains expertes de Daniel, le roi de la saumure. Une préparation à base d'eau, d'aromates et surtout de sel de Guérande qu'il injecte dans la veine du jambon au moyen d'une seringue. Là on injecte, alors on voit tout le réseau veineux va se remplir, on voit la viande qui commence à gonfler. Ça va pousser le sang à l'extérieur et le sang va être remplacé par la saumure. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du temps qu'on peut passer sur un jambon rien que pour le saumurer. Ça fait longtemps que vous travaillez dans le jambon? Ça fait 31 ans que je suis ici. Depuis 31 ans, la viande s'est améliorée? Non, elle s'est dégradée. Avant, la viande était plus belle. Maintenant, bon, il faut rentabilité, donc ils vont de plus en plus vite, quoi. Un cochon est abattu entre 7 et 8 mois, donc voilà. Et puis il la pousse pour qu'elle grossisse rapidement. Donc la viande, ça joue sur la qualité de la viande. Mais bon, on arrive quand même avec cette viande-là, on arrive quand même à tirer quand même un bon produit. Ça fait qu'on continue à le faire correctement et puis manuellement, quoi. Pour bien différencier son jambon de ceux du commerce, Yves appose sa marque sur la couenne de chaque jambon. Une tour Eiffel, bien sûr. La viande va ensuite reposer 12 heures avant de cuire une nuit entière au four. Il faudra une semaine à Yves pour élaborer son jambon de Paris. Seulement 2 jours avec une méthode industrielle. Ils vont refroidir, ils vont rester une semaine dans leur jus. Dans le bouillon de cuisson, ils vont rester. C'est là que ça va prendre toute la saveur. Donc, dans l'idéal, plus il reste comme ça, meilleur c'est. Si on veut vraiment que ça soit bon à la sortie, faut prendre le temps, c'est tout. Les jambons de Yves sont exclusivement vendus en épicerie fine ou chez certains restaurateurs. C'est le cas du chef Thomas Bruno, qui officie dans un grand hôtel parisien. Il a justement choisi de régaler ses clients avec le Prince de Paris. Voilà, nous, le jambon que nous avons décidé de travailler. Ce jambon est le dernier fabriqué à Paris. Il est facile à trouver, ce jambon? Oh, difficile. Quelques heures de recherche sur Internet. Pour le chef, hors de question d'enfermer une si belle tranche de jambon dans un sandwich. Il proposera à ses clients une asperge blanche au jambon de Paris. Donc là, on a fait un condiment. On part sur un œuf mollet monté un peu dans l'esprit d'une mayonnaise. Et voilà. On voulait démontrer qu'on pouvait utiliser le jambon de Paris autrement que dans un sandwich. Et aujourd'hui, on voulait mettre en avant un produit qui se perdait à Paris. C'était le jambon blanc de Paris. Alors voilà.
Nous lui avons également proposé de déguster 3 échantillons de jambon de Paris industriel. Et voilà, 3 jambons qu'on peut retrouver en grande surface. Premier échantillon. Là, vous avez un jambon qui est sec, qui n'a pas forcément beaucoup de goût. Deuxième échantillon, et là, surprise. Ah bah celui-là, il a le même goût. Et celui-là, j'ai vraiment pas envie de le manger. Ce troisième échantillon est ce qu'on trouve de moins cher. Moins de 9 € le kilo. Alors celui-là, il est dur. On retrouve ce goût hyper salé. Et cette chair qui est dure, c'est un peu élastique. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur vraiment un produit de faible qualité. Pour offrir aux consommateurs un jambon de meilleure qualité, les industriels se sont donc créé un label sur mesure, le jambon Label Rouge. Une référence dans l'esprit des consommateurs français. Une journaliste d'UFC Que Choisir, Florence Imbert, a enquêté pour déterminer les différences entre un élevage conventionnel et un élevage Label Rouge. Et là, surprise. Ils ont calqué les techniques d'élevage sur celles de l'industrie, simplement en l'améliorant un tout petit peu, en donnant un petit peu d'espace supplémentaire aux cochons, mais c'est pas grand-chose, et en augmentant aussi leur durée de vie qui passe de 165 jours en standard à 182 en label rouge. Donc c'est pas grand-chose dans la mesure où pour avoir vraiment un cochon mature avec une viande de bonne qualité, il faut au moins compter 220 jours. C'est à la limite de l'abus d'image du label rouge, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce label rouge, il est nettement plus cher que le jambon supérieur. Et en fait, c'est pas justifié par des techniques d'élevage et une production qui est très différente de celle du porc industriel classique. Nous avons voulu en savoir plus sur ce fameux porc Label Rouge. Direction le Périgord noir. Martine Molon est technicienne d'élevage en charge du Label Rouge dans la région. Bonjour. Elle effectue une visite de routine chez Philippe van der Horst, un éleveur Label Rouge. Ouais, il fait chaud là. Hein. Moi aussi, je vais avoir chaud d'ailleurs. Oui. Allez, go. À première vue, aucune différence avec un élevage non labellisé. Bon, ils sont calmes là. Hein. Calme, calme. J'ai vu, il fait 30 degrés dans la salle. Hein. Il fait chaud. C'est à fond. La ventilation est à fond là. Hein. Mais c'est bien, il n'y a pas trop de mouches. Hein. Pour obtenir le fameux label, les critères d'élevage sont très précis. Quelle est la différence entre un élevage conventionnel et le label rouge? C'est la densité. Donc le cahier des charges impose qu'elle y ait 1 mètre carré par porc. Alors dans le standard, c'est 0,7, 0,75. Donc sur la même surface, on met 25% de porc en moins. 4 cochons de moins que dans un enclos standard, 16 jours en moyenne de vie en plus. Rien de très révolutionnaire. Des changements minimes qui impactent aussi le coût de production. Mais finalement, est-ce que c'est plus cher à produire le porc Label Rouge? Ça nous coûte 7 centimes de plus par kilo de carcasse. 7 centimes par kilo. Mais dans les rayons, la répercussion pour le consommateur explose et peut atteindre 10 € le kilo par rapport à un jambon classique. Philippe, quand vous voyez que le prix du Label Rouge est parfois 10 € plus cher que le jambon standard, vous en pensez quoi? On peut se gratter la tête, hein, parce qu'on se donne les moyens de faire ça comme il faut, et dans la distribution, ils confortent leur marge aisément, on peut dire. Vous vous sentez un peu floué? Un peu floué aussi vis-à-vis du consommateur, parce qu'il paye quand même. Et peut-être qu'il paye
sans conforter vraiment la production. Le problème, c'est la grande distribution. En France, on est cerné par les GMS, il n'y a pas à tortiller. Ce sont donc les GMS, les grandes et moyennes surfaces qui profitent de la manne. Une étude UFC Que Choisir datant de 2008 a démontré que lorsque le prix du porc baisse de 30%, celui dans la vente en rayon augmente. Jusqu'à plus 26% pour les chines de porc. Le rapport Besson de 2008 sur la formation des prix alimentaires révèle lui que 89% de la marge va dans la poche de la grande distribution. Les 11% restants sont partagés entre les éleveurs et les abatteurs. Le prix du porc français est fixé 2 fois par semaine au marché au cadran de Plérin en Bretagne. Une vente aux enchères qui tourne vite au duel entre les éleveurs et les poids lourds de l'industrie de la viande. Sur les 3 premiers rangs de pupitres, ce sont les acheteurs. Vous avez le groupe Bigard, le groupe Secopa, le groupe AIM. Au milieu, vous avez le groupe Coperle, le groupe GAD, le groupe Abera, groupe Jean Floch, Carmenet. Ces gens-là, si on totalise leur activité, c'est 75% de l'abattage de porc français. Donc c'est le marché de référence de France. C'est revenu. Mais 150, c'est qu'argent un peu, mec. 150. Un porc, ça vaut 150 €. Et on a là dans la salle des acheteurs qui vont acheter entre 5 et 10 000 porcs en 2 heures de temps. Et donc effectivement, il y a une tension parce que le rôle du vendeur, c'est de valoriser au mieux son prix, et le rôle de l'acheteur, c'est d'essayer d'acheter au mieux de ses intérêts. C'est confrontation d'une offre et d'une demande. Hein. Ça se passe pas à Miami, hein. C'est jamais comme ça. Dans la pièce à côté, quelques éleveurs assistent en direct à la vente de leurs cochons, les yeux rivés sur l'évolution du prix. Le prix de départ est fixé à 1,52 € au kilo. Mais tous en espèrent 1,70 €. En ce début d'été, c'est la période des barbecues avec une demande des consommateurs très forte. Les prix devraient s'envoler. Aujourd'hui, un bon prix, ce serait quoi pour vous? Si je vous dis de 2,50 €, vous n'allez pas me croire, mais c'est un très bon prix. Mais il faudrait au moins qu'on ait aujourd'hui 1,70 € de prix de base ici pour pouvoir et rééquilibrer nos comptes et boucher les trous qu'on a créés depuis que la céréale est chère. Et là, on en est loin encore, hein, du 1,70 €. Oui, on pédale. On pédale. On va bien y arriver. Tiens, 40, ça y est, boum. Putain. Ah si, on va avoir 9 millièmes. On va accrocher le millième au-dessus. Ouais. 1 centime de hausse. C'est le dernier lot qui fait basculer. C'est pour le principe, quoi. Le marché se termine. C'est la déception chez les éleveurs. Ils n'ont obtenu qu'un petit centime d'augmentation, très loin des 15 centimes attendus. On n'est pas satisfait, mais on s'en satisfait, espérant que la semaine prochaine, on reparte avec une hausse conséquente. Et après une hausse comme ça se répercute comment chez le consommateur? Ça ne se répercute pas directement chez le consommateur. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que le cochon a monté de 15-17 centimes depuis 15 jours et qu'on voit les côtes de porc en promo à plus 1 €. Plus 1 € pour les plus faibles, pour les plus bas, et plus 2 € pour certains qui sont en promo cette semaine en côte de porc, à plus 2 € par rapport à il y a 1 mois et demi ou 2 mois. À vous de deviner qui en a profité le plus en termes de marge. Vous pensez à la grande distribution? Oh, je pense assez fort, j'imagine. Le consommateur ne profite donc jamais des baisses du cours du porc. Et ce sont les éleveurs qui en payent le plus cher tribut. En 10 ans, un tiers des éleveurs de porc français a fait faillite. Avec un marché du cochon qui perd la tête, des exploitations disparaissent. Nous avons rencontré Jacques Mellet, installé près de Lamballe. Lui aussi s'est fait prendre dans la spirale du prix du porc et il a failli tout perdre. Donc ça, c'est l'état des dettes qu'on avait en 99. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est en francs, alors on ne se rend pas trop compte de la somme. Mais il y avait quand même 1 582 626 francs. 241 000 €, quoi. 241 000 €. Le prix à payer pour que Jacques reste dans la course. Quel sentiment vous avez eu quand vous avez constaté que vous étiez dans une impasse? De m'être trompé. C'est ce qu'on s'est dit, on est allé trop vite. On s'est installé parce que c'était le modèle dominant. Et avec du recul, tu te dis, ouais, faut être bête, quoi.
On a même pensé à un moment à arrêter, déposer le bilan, essayer de trouver un travail extérieur. Moi, je dis c'est un peu con, on devait trop d'argent, quoi. Donc, on voulait essayer de sauver la ferme, quoi. Pour compléter ses revenus, Jacques a lui aussi ouvert sa propre charcuterie au cœur de la ferme. T'as la viande qui se tient énormément aussi, quoi. Elle tient debout. Donc c'est vraiment de la... Bon, je vais pas dire qu'elle est bonne, hein, pour faire ma pub, mais par rapport au dépôt industriel, ça a on a une alimentation à base des céréales de la ferme. Les porcs sont élevés sur paille. Donc c'est toujours des cochons qui sont en mouvement. Donc ils sont musclés, quoi. Hein. Dans 1 an, Jacques aura fini de rembourser ses dettes. Une histoire qui se termine bien. Aujourd'hui, ce sont ces cochons qui sont heureux d'être sur la paille. Bon, au départ, elles ont peur, et puis là, elles vont s'approcher. Elles sont très très curieux. C'est vrai que le porc est un animal vachement attachant. Avant, justement, avant de faire cette charcuterie à la ferme, là, je me rendais compte que tout le monde gagnait de l'argent sauf moi. Donc tu avais les fabricants d'aliments gagnaient de l'argent, les transporteurs gagnaient de l'argent, l'abattoir gagnait de l'argent, le boucher gagnait de l'argent, et le paysan perdait de l'argent. Donc on a récupéré toutes les marges. Et sur un petit nombre, on valorise très bien ce qu'on produit, quoi. Donc on dégage un revenu pour nous deux autour de 40 000 € par an. Les produits sont de meilleure qualité. Donc tout le monde est content dans l'opération, quoi. Mais est-ce que ça coûte plus cher qu'un élevage sur caillebotis, un élevage comme ça? Non, les investissements sont nettement moins élevés, hein, parce que le bâtiment, on voit, il n'y a pas d'isolation. D'ailleurs, il n'est même pas bardé. Donc c'est un hangar avec de la paille seulement, il faut du volume, de la surface. Et puis voilà, quoi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins cher qu'un élevage sur caillebotis. Ça n'a rien à voir. Et puis bon, les porcs n'ont pas l'air malheureux. Des porcs très heureux même. Bien loin de certaines images tournées par l'association anglaise CIWF, qui milite pour le bien-être des animaux de ferme. Car dans cette course à la rentabilité, le respect de l'animal est souvent bafoué. Ce qu'on ignore, c'est que pour élever des porcs sur caillebotis, les éleveurs sont contraints de les mutiler. Les militants ont effectué un tour d'Europe des élevages de porcs. Ces images ont été tournées en Italie, en Espagne et en Hollande, et elles sont parfois difficiles à voir. Pour éviter que les cochons ne se mordent la queue, les éleveurs la sectionnent à vif. Une douleur insoutenable pour le porcelet. Et pour qu'ils ne blessent pas les tétines de leur mère, les éleveurs vont jusqu'à leur couper les incisives, toujours à vif. Mais pourquoi ils se mordent la queue entre eux, les En cochons? fait, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils sont très serrés. Ils attaquent la première chose qu'il y a à faire. Ils cherchent à s'occuper, en fait. Et donc, ils se mordent la queue. Et donc, les éleveurs sur caillebotis, enfin intensifs sur caillebotis intégral, coupent les queues préventivement pour pas qu'il y ait de blessures, mais ils sont coupés à vif, très jeunes, et c'est une mesure parce que le système d'élevage ne convient pas à l'animal, on est obligé, entre guillemets, de faire cette opération, parce que les conditions d'élevage ne sont pas appropriées. Donc. Mais il y a pire, la castration à vif des jeunes porcelets à tout juste 1 semaine. Nous avons montré ces images à François-Régis Huette, le porte-parole des éleveurs pour le bien-être animal en France. Est-ce que ça, c'est des pratiques qu'on voit en France? Je ne sais pas. Parce que nous sommes engagés au niveau de la charte VPF sur l'utilisation d'un antidouleur pour limiter la douleur au niveau du porcelet. Donc, je ne sais pas. Pas beaucoup de réponses face à une réalité qui dérange. Effectivement, les éleveurs français se sont engagés à utiliser des antidouleurs, mais seulement dans le cadre de la castration. Aucune mention pour les queues coupées ou le limage des dents. C'est la plupart des élevages, donc c'est presque 90% des élevages qui font une coupe de la queue systématique, malgré son interdiction au niveau européen.
Alors, on peut y avoir recours quand il y a vraiment des problèmes, mais ça doit être un dernier recours en fait. Il y a des éleveurs qui ont été condamnés récemment pour avoir coupé les queues systématiquement de leurs cochons? Alors je ne pense pas, parce que c'est une pratique qui est tellement généralisée. C'est relevé au niveau européen, c'est signalé aux autorités françaises, mais c'est vrai que les contrôles portent pas forcément assez dessus, ou qu'il n'y en a pas forcément assez non plus. Pour produire du porc pas cher, tout le monde a cru à l'élevage intensif. Pourtant, des alternatives voient le jour avec des éleveurs qui retrouvent du bon sens, des consommateurs qui retrouvent la qualité pour un bon prix et des cochons qui retrouvent une vraie queue en tire-bouchon. En Alsace, Thierry Schweitzer, 44 ans, a réinventé l'élevage de porc. La paille fraîche comme ça, c'est comme se mettre dans des draps tout frais. C'est pareil. C'est agréable, non? Ouais. Hein? On se glisse dans des draps tout frais. Qui sentent bon, qui sont... Voilà. La paille fraîche, c'est pareil. C'est les draps frais. Mais pourquoi vos cochons ne se mangent pas la queue chez vous? Parce qu'ils ont de la paille, parce qu'ils ont de quoi s'occuper, parce qu'ils vivent dans un environnement qui est ouvert. Ils ont plus de surface, enfin voilà, sûrement parce que c'est un mode d'élevage qui est plus conforme à leurs besoins. Voilà. C'est dans la maternité qu'on prend toute la mesure du travail de Thierry et de son frère. On a une tétée à côté. Ici, les truies et leurs porcelets ont 10 fois plus de place qu'en élevage intensif. C'est chacun sa tétine. Ouais, c'est vrai, on fait ça. Un véritable petit 3 pièces. Voilà, là, il y a du lait qui arrive. Et donc, en fait, la case est compartimentée, on va dire, en 3 zones, comme ça. Une partie niche ici. La mise bas a lieu ici. Une partie alimentation, là, il fait chaud. Il y a du soleil, donc ils ont tendance à se mettre dehors. Et une partie d'éjection, courette extérieure, quoi. Leur élevage leur a coûté le même prix qu'un élevage industriel. Le problème, c'est que dès qu'on sort du cadre bâtiment conventionnel, caillebotis, la truie en cage, etc., il faut inventer des choses. Voilà, c'est pas compliqué, il y a des solutions, il y a de bonnes solutions à trouver et qui fonctionnent bien, mais il faut aller les chercher. Ici, il n'y a pas eu ni de subvention, ni de je ne sais quoi pour aller chercher des idées. Voilà, il a fallu construire et prendre des risques. La ligne bleue des Vosges. Thierry a pris des risques et s'est battu contre vents et marées. Aujourd'hui, son affaire est une vraie réussite. Quand j'ai démarré et je voulais faire un élevage différent, on m'a dit mais non Thierry, c'est pas possible, tu rêvasses complètement, le porc c'est le prix, point, il faut que ça soit le moins cher possible. Et je n'ai pas trouvé d'industriel ou de coopérative ou de transformateur qui me disent « Ah bah Thierry, idée géniale, tu veux faire un élevage de qualité, etc. C'est super. Allez, on va te faire le truc, on va porter la responsabilité, le risque. » Ben non, personne. Tout le monde m'a dit que j'étais fou, que j'avais pas le choix. J'ai dû créer une entreprise pour ça, en réalité. J'ai dû devenir charcutier pour ça. Le parking est rempli, c'est plutôt bon signe. On aura même du mal à se garer. Je vais faire mon sauvage. Vous n'avez pas une place réservée pour le patron? Non, il n'y a pas de place réservée pour le patron. Et heureusement, d'ailleurs, moi, c'est le client d'abord. En ce samedi matin de juillet, son magasin est plein. Bonjour Doris. Salut. Attends, j'ai le droit de me faire la bise. Salut. Il est à peine 11 h et les étals sont quasiment vides. Et voilà, merci. On voit clairement que toute la viande marinée, toute la viande barbecue, etc. est partie, mais alors jusqu'au dernier gramme, puisqu'il n'y a plus rien. Le rayon est totalement... Il était rempli ce matin, hein, donc là c'est totalement vide et... Non, il n'y a plus rien, oui. Bah, la dame aussi, elle a dit, oui, il n'y a plus rien. Ouais, bah, oui. C'est un des succès. Déjà, on sait où les porcs sont élevés, on a vu.
Et puis elles sont goûteuses. On préfère ici que les produits industriels, ça n'a rien à voir. C'est comme une bonne tarte maison et autre chose. Voilà, au revoir. Bonjour. De la qualité pour un prix équivalent, voire inférieur à celui de la grande distribution. On maîtrise depuis l'élevage jusqu'aux produits transformés, jusqu'à la vente et à la distribution. Donc il n'y a pas d'intermédiaire du tout en l'occurrence. C'est ça qui nous permet d'être accessible. Et c'est ce qui explique que le rayon vide ce matin, sûrement. Une réussite pour Thierry, qui affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 6,5 millions d'euros. Ce matin, sur le marché de Pont-l'Abbé, dans le sud du Finistère, nous retrouvons Michel, notre défenseur du bon cochon. 3 fois par semaine, il sort ses produits pour le marché. Dans son étal, les grands classiques, des côtelettes et des terrines. En fait, j'ai une gamme quand même assez importante de produits et on arrive à faire une étale vraiment bien fournie, quoi. Et bien sûr, la spécialité de la maison, le boudin noir. En fait, là, je fais à peu près une vingtaine de kilos de boudin par semaine pour un cochon. Et aujourd'hui, vous allez en vendre combien de kilos de boudin? Le max. Il est 9 h et les clients sont déjà là. Le commerce de Michel est un commerce de niche, mais en phase avec les attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Oui, ça c'est un peu grand, ça va. Une très bonne cliente de boudin, là. Après les récents scandales alimentaires, les consommateurs recherchent avant tout des produits sains à un juste prix. Ça fait 3,19. Une tranche de pâté? Oui. Et 2 ici, ça fait 7,44, s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Au revoir. Parce que je suis contre l'élevage industriel. On est dans le respect de l'animal et dans l'amour du travail bien fait aussi. On sait ce qu'on mange, il n'y a pas de souci dans l'assiette, on ne craint rien. On sait d'où ça vient, on sait ce que les animaux mangent. Mais c'est pas un peu plus cher? Ça fait rien. Même si c'est plus cher, ça n'a aucune importance. Voilà, on préfère la qualité, on en achète moins, mais de toute façon, on s'y reconnaît. Ça responsabilise le producteur d'entendre des choses pareilles, ça c'est clair, hein, parce que on serait le dernier de tout si on allait trahir une confiance pareille, quoi. Parce que c'est le consommateur qui va sortir du troupeau et puis qui va dire moi je veux manger autre chose, voilà. Et ça c'est assez rare pour un paysan de venir vendre sur les marchés, non? Si je veux garder mon métier, c'est la seule solution. Parce que j'ai une structure beaucoup trop petite pour résister au productivisme. Il y a certains producteurs qui disent ouais mais on va pas aller faire les marchés parce que c'est pas notre métier. Moi je dis que c'est pas vrai, quoi. En fait le métier de paysan, il va jusqu'au consommateur normalement, quoi. Voilà, on nous a volé ce côté-là, il faut le reprendre, c'est tout. Ce qui fait 3,55, s'il vous plaît. Merci. Michel, vous avez tout vendu, là? Ouais, c'est bien, hein. Ouais. Quelle satisfaction. Et combien dans votre poche, alors? Un chiffre d'affaires sur un marché comme ça? Ouais. 1 000 euros. Ouais, et ça, c'est bien? Ouais, c'est bien. Et voilà. Gagner sa vie tout en respectant les animaux et les consommateurs, c'est aujourd'hui possible dans la filière porcine. Et si le cochon est dans le pré, alors le bonheur sera dans l'assiette.